Il n'y a pas longtemps, je retombais par hasard sur la citation d'un compositeur que j'aime beaucoup, Steven Wilson. Il dit, et je traduis, « La musique malheureuse me rend heureux, et la musique heureuse me rend foutrement malheureux. » À titre personnel, et bien que j'ignore tout à fait pourquoi, je lui donne raison. J'aime les histoires tristes. Les autres ne me touchent pas vraiment comme les tristes le font. C'est différent. Dans le triste, il y a le grave, et le grave, c'est très sérieux. Bien sûr, j'aime aussi les histoires drôles, les comédies, mais je les trouve toujours plus impactantes lorsqu'elles sont teintées de drame. Il n'y a pas de lumière sans ombre, trop de clarté, c'est faire perdre à la lumière sa valeur. Il faut un contraste pour prendre la réelle mesure d'une chose. C'est comme si la gravité ajoutait de l'enjeu, de l'importance. Mourir, c'est ajouter de l'importance à sa vie. Outre les comédies dramatiques, il y a des histoires simplement dramatiques qui finissent mal, ou d'une manière bien amère, qui sans contraste d'aucune joie pour rehausser le malheur ne touchent quand même tout particulièrement. Et ça ne marche que dans ce sens. Trop de gaieté devient niais et ça ne nous touche plus. Mais trop de tristesse, comme si on ne pouvait jamais en toucher le fond. J'étais donc à relire cette simple citation avec toutes ces pensées qui tournaient et je me demandais finalement pourquoi aimer les récits tristes. Ça peut paraître fou que d'aimer les histoires déprimantes. Quelques-unes vont en dépeindre le désespoir le plus cru, le plus sordide, le plus laid. Pourquoi simplifier ça? Je me pose la question souvent mais n'y trouve pas vraiment de réponse satisfaisante. Qu'est-ce qui nous plaît dans ces histoires d'horreur et d'apocalypse? Ce serait la catharsis? Mais on ne se libère de rien à lire l'injuste et le drame. Au contraire d'ailleurs, les héros subissent les supplices de la douleur et ces histoires se finissent mal. Pourquoi nourrir un attrait pour cette souffrance inutile? Il y a quelque temps, je lisais La Route. Depuis, le récit a bien reposé dans mon esprit et il en est ressorti quelque chose que je voulais vous partager. Parce que je pense avoir trouvé ma réponse. La route est un monde rempli de cendres, de pluie noire, d'arbres morts, de bitume craquelé. C'est un monde gris. Et c'est dans ce monde qu'est né l'enfant, aux grandes dames de l'homme, son père. Ont-ils d'autre choix que de vivre? Dans cette histoire pourtant, 2 balles dans un barillet sont 2 espoirs. Un pour l'homme, l'autre pour l'enfant. Voilà l'enjeu. Il faut l'annoncer, ce n'est pas une histoire joyeuse. C'est un roman très dur qui confronte son lecteur à l'insoutenable. Nous y suivons le père et son fils traverser les États-Unis pour rejoindre les côtes du Sud, et pour ça, affronter une longue et pénible route parsemée de cadavres, de cendres, de gris, une route qui puisse est fréquentée par des groupes de cannibales qui ont faim et qui ont oublié l'apparence qu'a un enfant. L'enfant, dans ce monde, a des pourtours de créatures mystiques. On croiserait l'enfant comme on croiserait le dragon ou la licorne, ces choses n'existent pas. L'enfant, c'est-à-dire l'innocence et l'espoir, n'existent pas dans un monde de gris, en un monde fini. Le monde fini, c'est le désespoir. Et l'homme, le père, c'est la rudesse, la méfiance, le désespoir justement. C'est tout ce dont il tire du monde dans lequel il a été projeté, un abîme de défiance, de soupçon et de crainte. L'enfant est né dans ce monde trop gris et moribond. Or nous le disions, l'enfant, c'est l'innocence, la naïveté, l'espoir. C'est ce mélange qui fait le roman. Comment le père met-il en garde son enfant contre l'horreur qu'il ne peut pour l'heure soupçonner? Et comment se laisse-t-il sublimer par l'ingénuité de son fils? D'aucuns reprochent à l'ouvrage une pénibilité, non qui tient des souffrances des personnages, mais de ce qu'il ne se passe pas grand-chose. Je trouve la critique injuste. La simplicité de l'intrigue ne rend pas l'histoire exempte d'une grande richesse, et tout durant ma lecture, je trouvais fascinant la puissance de l'auteur de pouvoir dire tellement avec si peu de mots. Pour moi, c'est même la qualité de ce roman, et j'irais même jusqu'à dire que c'est ce qui fait sa qualité première à mes yeux. Sa concision n'est pas avare, elle est chirurgicale. Il faut dire peu pour dire juste. Un simple « d'accord » prononcé par l'homme ou par l'enfant me semblait porter le poids de leur fatigue, de leur enthousiasme parfois, de leur amour l'un pour l'autre. Il suffit de peu pour dire énormément. Et quelle force du style que de parvenir à faire de l'économie du mot une simplicité sublime. C'est dans cette simplicité formidable que j'ai suivi la route. C'était fou, chose rare d'ailleurs, ces personnages avaient des voix. Je veux dire, un timbre, une tessiture. Je lisais et je les entendais. La lecture est un art visuel, on lit, on imagine. Souvent, quand le travail est bien fait, les images mentales vont et viennent dans notre tête. On se représente le décor. Après tout, le langage n'est qu'un truchement, une illusion.
Comme la machine, le langage binaire fait des merveilles, de même pour nos mots humains. L'auteur qui sait les manier infuse en nous ses idées. Avec ce roman simple, nous l'avons dit, mais pas simpliste, loin s'en faut, avec ce roman je voyais tout. J'entendais tout. J'avais froid, faim, peur, et je suivais de très près l'histoire du fils et de son père qui ne font plus qu'avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire rien. C'est dans ce désert de gris et de poussière que j'ai marché, avec eux. J'étais tout prêt, trop prêt, à partager leur peine, et la peur du petit, et les craintes du père pour son fils. Car il n'y avait plus que ça, de la peur. Certes, dans ce roman, le temps est long. Il faut vivre, survivre, la tension est constante. Chaque seconde se savoure. Ils ont dans le ventre et la faim, et l'appréhension. Il faut trouver à manger, s'abriter de la pluie noire, se cacher des troupes cannibales qui pullulent sur la route, ces humains qui portent ce qu'il reste de plus terrible, sorte de mélange de peur et de faim, sorte d'instinct et de pulsion, à chacun pour soi ignoble et sans lendemain. Dans ce roman où il faut survivre, je tressaillais de découvrir toutes les tentatives pour le père de montrer à son fils que la vie n'est pas ça. Non, la vie n'est pas le gris, la charogne, les aliments en conserve, le coca rouillé et sans gaz. Mais que peut-il lui montrer ? La mer. Il faut lui montrer le bleu de la mer. Voilà, il faut gagner la côte. Il faut marcher sur la route. Que peut-il se passer alors ? Qu'augure cette volonté pour les deux personnages de toucher un but duquel il n'y aura plus rien ensuite ? Une fois près de la mer, il ne reste plus rien, sinon le vertige. La mer ne finit pas. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une histoire joyeuse. Pourquoi aimons-nous les histoires tristes ? Je vous ai promis tout à l'heure ma réponse. Je vous la donne. J'ai trouvé que l'œuvre pose justement la question. Elle dit « Peut-on vivre sans l'innocence, sans la couleur, sans pouvoir accorder de confiance aux autres ?» En fait, elle nous fait se demander « Peut-on vivre sans amour ?» On l'évoquait tout à l'heure, on reproche à l'œuvre une certaine lenteur. Je trouve la chose injustifiée, je l'ai dit aussi, mais d'accord, oui, il ne se passe pas grand-chose sur la route. Il ne reste rien. Et pour le père qui a connu la vie avant l'apocalypse, il reste moins encore, sinon son enfant, qui est tout. Et aimer le peu, aimer ce qu'il reste, c'est s'arracher l'amour. L'homme sans enfant, peut-il vivre ? L'homme avec un H majuscule, peut-il vivre sans amour ? C'est une question bête et médiocre, mais comme toutes les questions bêtes et médiocres, on imagine trop souvent que la réponse s'impose d'elle-même et on oublie jusqu'à l'évidence. Mieux la chose est évidente, moins on y pense. Y penser un peu, pourtant, permet de voir ces choses que l'on ne pouvait pas soupçonner. Alors, si l'on peut vivre d'amour ou non, je crois que c'est la question que pose toute œuvre pessimiste, et plus encore la route. L'adage dit bien qu'il faut perdre la chose pour mesurer vraiment sa valeur. Alors, que font les auteurs qui dépeignent le désespoir ? Ils montrent. L'idiot dit, l'illuminé affirme, le scientifique prouve. L'auteur, lui, il montre. Comment McCarthy montre-t-il ce défaut d'amour ? Il en montre l'inverse, il montre l'horreur. Comprendre l'horreur, c'est comprendre l'amour. On sait l'importance du rire quand on a goûté le chagrin le plus terrible. On sait l'importance de la légèreté après avoir fréquenté de trop près la gravité. On comprend la nécessité de l'amour au-devant de la cruauté. Voilà, je pense que c'est ça. Les histoires tristes rehaussent notre besoin du vivant, notre besoin d'amour. On les trouve chez elles parce qu'elles en dépeignent justement l'absence. Ces récits sans amour, c'est la dystopie la plus terrible. Ça nous rappelle combien il faut vivre avec le cœur grand ouvert pour n'y jamais sombrer. Ce chemin de croix, c'est la route. Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, je vous souhaite, en ouvrant ce très beau livre, un bon voyage.